La semaine dernière, j'avais prévu de te faire une vidéo sur le planning, ou en tout cas sur la manière dont j'organise mon travail sur la semaine pour te partager les techniques de productivité que j'applique et que je partage à mes clients et mes élèves, et aussi pour t'inspirer. Pas forcément un modèle à appliquer au pied de la lettre, mais peut-être un modèle qui pourrait t'inspirer, t'aider à créer ton propre modèle de planning. Sauf que finalement, je t'ai parlé de mon nouveau bureau, également mes nouvelles habitudes, puisque le changement de cadre de travail m'oblige à changer la façon dont j'organise ma semaine. Je reviendrai dessus, je pense, dans la vidéo, puisque là, je suis en train de travailler sur le script. Donc là, je suis en train de revoir les idées que j'avais prévues pour la vidéo, essayer d'être un peu plus concis, peut-être partir un peu moins dans tous les sens, m'éparpiller un peu moins. Donc là, je suis encore en train de travailler dessus. Je termine le script, je fais le tournage, donc l'enregistrement, je fais le montage et je te publie la vidéo. Je pense qu'on est bon. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais lister quelques questions auxquelles cette vidéo est censée répondre. Ce ne sera pas une vidéo en mode question-réponse, tu retrouveras les réponses tout au long de la vidéo et je te demanderai de me dire en commentaire quelles sont les réponses que tu as retenues, que tu as comprises. Ça me permettra de savoir si mon explication était finalement assez détaillée et assez pertinente. Alors pourquoi aussi je vais lister ces questions? Eh bien, c'est l'un des problèmes des enfants à l'école, c'est qu'ils se demandent, oui, mais ça sert à quoi? Surtout en maths. Le problème, c'est qu'on nous donne des solutions sans nous dire quel problème ces solutions vont résoudre. Cet outil va me permettre de faire quoi? Si je n'ai pas le problème, si je ne rencontre pas l'obstacle, je ne sais pas à quoi va me servir l'outil. Donc je vais peut-être apprendre à le manipuler, mais dès que j'aurai l'occasion, je vais le lâcher. On reprend l'exemple du manteau avec le bébé. Si tu donnes un manteau à un bébé, pour le bébé, ce sera juste un objet, à la limite un jouet, mais ce ne sera pas un outil qui lui permettra d'enfoncer un clou dans une planche, par exemple. Il ne verra pas en cela un outil parce qu'il n'a pas encore rencontré le problème du clou. Je pense que tu as... Enfin, je pense. Tu as peut-être déjà essayé d'enfoncer un clou avec ton doigt, c'est pas facile. Avec un marteau, c'est beaucoup plus simple. Donc une fois que tu as rencontré cet obstacle, cette difficulté, c'est plus simple pour toi de comprendre l'intérêt d'avoir un marteau chez toi. Même chose à l'école, c'est ce que je fais avec mes élèves. Avant de leur présenter les propriétés du chapitre, je leur présente le problème qu'on pourra résoudre avec la solution. C'est ce que je ferai avec ces questions. Quelles sont les questions? Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce qu'un planning? Quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Cette troisième question, elle est super importante parce qu'en fonction des objectifs que tu veux atteindre, en fonction également du style de vie que tu veux, eh bien, tu auras une approche différente des solutions que je vais proposer dans ma vidéo. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la productivité et au planning, j'ai d'abord rencontré un extrême. Cet extrême, c'est le côté analytique sans inspiration. Le côté pragmatique, c'est un peu le côté industriel. Je voulais en fait augmenter ma productivité à 100%, 200%, je voulais atteindre mes objectifs super vite, donc je ne laissais pas de place à l'art. C'était aux alentours de 2012. Donc mon premier planning, le premier planning que j'ai réalisé pour moi, pour ma vie perso et vie professionnelle, eh bien ma vie perso était inexistante. C'était un planning qui allait de 7 heures du matin à 2 heures du matin. Je travaillais tout le temps. Je me laissais juste un peu de temps pour manger et dormir la nuit. Par contre, tout ce qui est vie perso, etc., non, en fait, j'avais une vie perso quand j'étais trop fatigué pour travailler. Donc, c'était vraiment ma vie professionnelle du lundi au lundi, de 7 heures du matin à 2 heures du matin. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné au début parce que j'avais beaucoup de tâches répétitives. Donc, je travaillais un peu comme un robot et je ne ressentais pas le besoin d'avoir de nouvelles idées. Sauf que j'ai atteint une limite. Et cette limite, c'est le fameux peut-être 1% d'aspiration qui me manquait pour passer au niveau supérieur. Donc j'ai changé de planning. L'autre extrême, c'est un planning qui laisse énormément de place à l'inspiration. Donc j'avais beaucoup de temps libre, je lisais énormément. C'est là que j'ai commencé à lire 3, 4, 5 livres par mois. Donc je cherchais l'inspiration partout. Je commençais à aller tous les jours sur YouTube, à passer des heures sur YouTube, à passer des heures à lire. J'avais énormément de temps libre, j'avais beaucoup de nouvelles idées, des idées que je n'arrivais pas à concrétiser. Je n'arrivais pas à les finaliser parce que j'avais quitté le premier extrême où j'appliquais les tâches de manière répétitive comme un robot pour un nouvel extrême où j'avais de superbes idées, mais il me manquait cette méthode, il me manquait cette discipline, cette régularité dans mon travail pour les mener à terme. Il y a une phrase que j'aime et qui est tout excès nuit. J'adore cette phrase parce qu'elle montre la force du déséquilibre et surtout la force de l'équilibre. Moi, j'étais dans le déséquilibre. J'étais dans l'extrême. Au début, j'étais une sorte d'ingénieur. Alors, quand je parle d'ingénieur, c'est, on va dire, l'ouvrier plus dans l'usine. Il sera mieux payé, il aura des tâches entre guillemets plus importantes, mais ce sera toujours des tâches répétitives. Il ne va pas forcément développer cette partie inspiration. L'autre extrême, c'est l'artiste, celui qui ne peut pas faire deux fois la même chose.
Donc, chaque œuvre est un chef-d'œuvre parce que cette œuvre, elle est unique. Impossible de la reproduire. Toutes les reproductions seront définies comme des faux. Le problème, c'est que l'ingénieur qui ne développe pas son inspiration, sa créativité, il ne marquera pas l'histoire. Il sera simplement un mec qui répète les mêmes choses. Ce sera un employé. Il va aider quelqu'un d'autre. Il va aider un ingénieur qui a de l'inspiration à marquer l'histoire. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Il ne s'agit pas de juger les gens. Si tu es de ce profil et que ça te convient, tu es heureux comme ça, tu n'as aucune raison de changer, mon gars. Par rapport aux objectifs que je voulais atteindre, j'avais besoin de quitter cette case. De la même façon, l'artiste qui n'arrive pas à reproduire une façon de travailler, eh bien, il n'aura pas de signature. S'il n'arrive pas à avoir un fil conducteur dans ses œuvres, il ne pourra pas construire un public, une audience. Parce que chacun va se définir, va s'identifier dans une œuvre, mais pas dans deux. Donc il a besoin d'avoir un fil conducteur, une méthode qui se retrouve dans l'ensemble de ses œuvres, une signature, pour qu'on puisse savoir que c'est lui. Donc il me fallait trouver un équilibre entre l'approche ingénieur et l'approche artiste. En m'intéressant à la productivité et au travail de manière générale, je me suis rendu compte qu'on oppose le travail et le talent. Il y a une phrase qui dit que le succès, c'est 1% de talent et 99% de travail. Alors, première chose, les chiffres sont juste là pour illustrer. Est-ce que le talent, en fait, c'est seulement 1% du succès? Ben, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. C'est un peu comme le principe de Pareto, le principe 80-20. 20% des efforts suffisent à créer 80% des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu as une entreprise, 20% des clients amènent environ 80% du chiffre d'affaires. Si tu veux alléger le travail de tes employés, ou même ton travail si tu es indépendant, eh bien, tu dois te concentrer sur le 20% des clients qui te rapportent ces fameux 80% du chiffre d'affaires. Du coup, tu vas considérablement réduire ton temps de travail, ta quantité de travail, pour pratiquement le même chiffre d'affaires et certainement plus de bénéfices puisque tu as beaucoup plus de temps libre. Mais tout ça, ce sont des nombres juste pour illustrer, c'est juste pour montrer un déséquilibre. Pour certaines personnes, ce sera plutôt 79-21, pour certaines personnes, ce sera 40-60. C'est juste pour dire qu'il y a un déséquilibre. L'équilibre, il est très difficile à trouver. Très peu de personnes arrivent à le trouver et surtout à le garder. Donc, il faut réussir à lier le travail et le talent. Et c'est là où j'aime l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre représente le talent. Il court vite. Il ne ressent pas le besoin d'avoir une stratégie parce qu'il sait qu'il court vite. La tortue, elle, comme elle a cette faiblesse, comme elle ne court pas vite, elle est lente par rapport au lièvre, elle compense sa faiblesse par la stratégie, par la méthode. L'erreur, c'est de croire que tu peux uniquement être l'un des deux. Tu ne peux pas être les deux. Il y a une phrase que j'aime bien qui est « Le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur ». Et si le talent se met à travailler dur? Et si le lièvre se met à développer la même stratégie que la tortue? Il se passe quoi? Est-ce que la tortue a une chance de gagner si le lièvre allie le talent et le travail? Ben non. Et c'est ça l'intérêt. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être parfait sur tous les tableaux. Et c'est un peu le principe de l'histoire. C'est que la tortue, elle a réussi à gagner malgré son imperfection. C'est plutôt trouver un équilibre qui te convient. Trouver un équilibre également qui correspond à tes objectifs. Je prends mon exemple, mon expérience. J'aurais pu créer une entreprise de soutien scolaire. J'aurais pu rester dans le soutien scolaire. Je pourrais continuer à enseigner les mathématiques. J'aurais pu simplement changer mon discours pour que les parents comprennent que j'ai, on va dire, une valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et donc, je pourrais élever mes prix. Je pourrais également trouver des formateurs qui auraient à peu près le même discours que moi. Je pourrais du coup déléguer des groupes. Je pourrais gagner davantage d'argent que si, par rapport à ce que je fais maintenant. Là, je fais du coaching pour les parents. Il y a même des professeurs qui utilisent mes méthodes et qui ont des résultats, ce que je trouve super intéressant. Parce que ce sont pas, j'essaie pas de réinventer la roue. C'est simplement, je simplifie, je vulgarise des méthodes qu'on laisse plutôt pour les grandes entreprises et je les simplifie pour qu'elles soient applicables à des enfants. Donc, j'aurais pu rester dans le soutien scolaire. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux, entre guillemets, marquer l'histoire ou simplement gagner de l'argent? Je me pose la question, toi aussi tu peux te poser la question. Dans ton activité actuelle, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux révolutionner le marché ou tu veux simplement générer suffisamment d'argent pour avoir un style de vie confortable? En fonction de tes objectifs, en fonction des réponses que tu as à toutes ces questions, eh bien tu devras harmoniser ou du moins tu devras organiser ton travail d'une façon qui te permette de trouver l'équilibre entre le talent et le travail pour atteindre cet objectif. Bon, voyons ensemble la méthodologie que j'applique pour me créer un planning efficace et quels sont les conseils que finalement je pourrais te partager pour t'aider toi aussi à te créer un planning efficace. Alors,
Mon planning, il s'articule autour de 3 axes. D'abord, il y a le bureau, l'espace de travail. Ensuite, il y a le temps. Et enfin, les tâches. Là, je l'ai placé en premier parce que même si c'est la partie la moins urgente du planning, c'est aussi la partie la plus importante. Je sais que c'est ce que tu attends, c'est ce que tu veux. Tu veux savoir comment placer les tâches dans la semaine, comment être super productif dans la semaine. Sauf que ça, normalement, ça vient à la fin. Donc, comme là, je vais te partager mon expérience, je pense qu'en te montrant la manière dont je structure mon travail, ça te permettra de comprendre l'intérêt de commencer par le bureau, ensuite le temps et de finir par les tâches. Donc là, je t'ai fait un schéma qui reprend les différentes étapes de mon travail et ça te permettra de comprendre l'idée générale, la manière dont vraiment je structure mon planning sur la semaine. Donc, lorsque les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis censé répondre que je fais du coaching. C'est ce que on va appeler du travail communément. C'est un peu comme le menuisier, lorsqu'il construit un meuble, ben c'est ça qu'il va appeler travail. Sauf que moi, pour faire le coaching, j'ai besoin de clients. Pour avoir ces clients, je vais passer des appels. Donc, c'est la méthode que j'ai choisie. Les parents qui sont intéressés prennent rendez-vous avec moi. Je les appelle et on voit ensemble si les solutions que je propose, eh bien, sont les solutions à leurs problèmes. Je peux très bien proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils recherchent. Donc, on verra ensemble si, leurs problèmes sont compatibles avec mes solutions ou si mes solutions sont compatibles avec leurs problèmes. Sauf que pour passer ces appels, il faut que les parents prennent rendez-vous. Pour que les parents prennent rendez-vous, il faut qu'ils soient intéressés. Pour qu'ils soient intéressés, il faut que je travaille mon marketing. Donc, c'est le contenu que je publie sur les réseaux sociaux. Ça va être les vidéos comme celle-ci, les vidéos longues. Il y a les vidéos courtes également. Ce sont les vidéos que tu peux voir sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. J'ai également mon podcast public et privé, également les carousels que je publie également sur les réseaux sociaux. Donc ce sont les séries d'images avec du texte que tu verras dans un seul post. Et pour créer ce contenu, à la base, moi je suis pas un marketeur. À la base, moi je donnais des cours de maths. Donc le coaching c'était déjà nouveau pour moi. Et pour avoir des clients, la vente était également, c'était nouveau pour moi. Le marketing aussi est nouveau pour moi. Donc, pour tout cela, il faut que je me forme. Je me forme en continu. Je ne peux pas simplement dire aux parents, j'ai eu un diplôme il y a 10 ans, je suis toujours compétent, payez-moi. Non, il faut que je continue à me former. Également, pour créer les contenus sur les réseaux sociaux, il me faut des idées, il me faut de l'inspiration. Je dois trouver du temps chaque semaine pour ces 4 parties. Les vidéos, les podcasts et les carousels, même si s'il y a toujours une partie inspiration, il y a toujours une partie méthode, eh bien, ce sont des contenus différents qui ont des contraintes différentes, ce sera des modèles différents. Tout ce que je dois réaliser, je vais l'écrire sous forme de checklist. C'est le cas ici. Pour les checklists, j'utilise l'application Notion. C'est une application gratuite où tu peux créer des listes à puces, tu peux créer vraiment tout ce que tu veux. Tu peux également écrire des articles. Vraiment, c'est vraiment très complet. Et c'est là où je vais lister tous mes objectifs, aussi bien journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, etc. Avoir la liste des choses à faire pour chaque partie de mon activité, ça me permet vraiment d'être complet, de ne pas m'oublier sur les détails. Et tu sais aussi bien que moi qu'un détail plus un détail plus un détail, ça commence à faire beaucoup de détails oubliés. Et c'est vraiment les tâches qui sont dans mes checklists que je vais placer dans mon planning. Il y aura une partie où je vais placer par exemple enregistrement du vlog, enregistrement du podcast. Je vais également placer l'écriture du script. Je vais également placer la création du carrousel. Également les publications, je vais les noter dans mon planning et sous les checklists. Comme ça, dans mon planning, je sais quand je dois le faire. Et dans la checklist, je sais si je l'ai fait ou si je dois le faire. Donc, c'est vraiment complémentaire, checklist et planning. Ça ne sert à rien que je te montre vraiment mon planning. Il obéit vraiment à plusieurs contraintes qui sont personnelles. Un planning qui est personnel en fonction des tâches que je dois réaliser dans la semaine. Et c'est là que l'espace de travail et le temps de travail représentent la priorité dans ta manière de concevoir ton travail sur la semaine ou dans le mois. L'espace de travail, il change en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, mon bureau qui est face au mur, c'est un bureau sur lequel je vais m'asseoir pour rester concentré sur une tâche. C'est pas un bureau sur lequel je vais forcément chercher l'inspiration. L'inspiration, je la trouve quand je suis détendu. Et là, c'est pas un bureau sur lequel je vais me détendre. Je vais plutôt me détendre dans mon lit ou dans une autre pièce de l'appartement où je vais me détendre, où je vais chercher l'inspiration dehors. Donc, il me faut une partie de mon planning qui soit consacrée à la détente, qui soit consacrée à l'inspiration. Et cette partie-là, elle ne s'effectue pas, elle ne se réalise pas assis à mon bureau. Pareil pour le temps de travail, eh bien, je vais placer 1 heure de début, 1 heure de fin. Alors, le problème du temps de travail, c'est que lorsqu'on place un début et une fin, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie d'arrêter avant d'avoir fini. J'ai pas envie de m'obliger à arrêter parce que j'ai prévu d'arrêter à cette heure-là. Sauf qu'il y a une période d'adaptation. Si tu dis ça, c'est parce que tu n'es pas encore habitué à travailler avec 1 heure de début et 1 heure de fin. Il y a une loi qui s'intitule la loi de Parkinson qui dit en gros
qu'une tâche prendra le temps que tu lui donnes pour être réalisée. Donc si tu te donnes 2 heures par exemple pour faire le ménage, tu prendras 2 heures. Parce qu'avant la fin des 2 heures, même si tu te dis j'ai fini, tu chercheras inconsciemment autre chose à faire pour finir en 2 heures. Maintenant, si tu te donnes 20 minutes, est-ce que tu vas forcément réussir en 20 minutes? Pas forcément. Encore une fois, il y a une période d'adaptation. Par contre, tu te rendras compte que tu feras beaucoup plus de choses en 20 minutes parce que tu t'es toi-même obligé à finir la tâche en 20 minutes. Donc ça te permettra d'augmenter ta productivité. Maintenant, si tu veux continuer, libre à toi de continuer. Simplement, si tu as prévu 20 minutes, tu peux monter peut-être à 25 minutes, mais ne monte pas à 40 à 50 minutes. Oblige-toi pendant au moins cette phase d'adaptation à travailler le plus possible en 20 minutes pour habituer ton cerveau à travailler plus vite. Ça te permettra de gagner en productivité et ça permettra également de programmer des pauses. Le problème lorsqu'on travaille, on va dire, selon l'intuition, selon l'envie, c'est que la fatigue musculaire, elle arrive, la fatigue mentale aussi. Donc, en programmant des pauses, ça te permettra de retarder cette fatigue et tu te rendras compte sur la durée que tu seras beaucoup plus productif. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je pense que je devrais modifier la fin. Parce que là, en regardant le résultat final, enfin le résultat provisoire, le résultat final provisoire, bref, je me dis que là, tu as envie de m'écrire en commentaire, ok Mathieu, j'ai vraiment tout compris, mais je commence par quoi? Quelle est la première tâche que je dois réaliser pour concevoir mon planning? Et comme je te l'ai dit, les tâches, ça arrive à la fin. Il faut d'abord que tu aies une réflexion sur ton espace de travail, sur le temps de travail, sur tes objectifs, vraiment la manière dont tu conçois ton activité, qu'est-ce que tu veux atteindre qu'est-ce que tu veux comme résultat? Est-ce que tu veux être je sais pas, le meilleur employé de l'entreprise ou le meilleur employé de France, est-ce que de l'univers même? Est-ce que tu as envie que ton entreprise, si tu es chef d'entreprise ou simplement travailleur indépendant, est-ce que tu as envie d'être un influenceur? Est-ce que tu as envie d'être simplement une petite entreprise, une TPE qui génère juste de quoi te donner, te procurer un style de vie confortable? En fonction de tout cela, tu sauras quelles sont les tâches que tu dois placer sur la semaine. Mais je sais que là, tu as envie de savoir tout de suite comment commencer un planning. Tu as envie de placer tout de suite sur une feuille des tâches. Alors, ce que je te propose, c'est d'oublier le futur et de te concentrer sur le présent, voire le passé. Note tes habitudes actuelles. À quel moment tu es le plus à l'aise, par exemple, pour passer des appels, pour gérer l'administratif? Quels sont les moments de la semaine et de la journée où tu as ressenti un pic de productivité? Note le passé ou le présent, voilà comme tu veux. Et une fois que tu as fait cela pendant peut-être une semaine, voire un mois, après avoir fait cela, fais un bilan. Quels sont les moments les plus intéressants pour toi pour réaliser telle ou telle tâche? Ça te permettra de commencer un premier planning pendant que tu as la réflexion sur tout ce que j'ai dit. Ça te permettra d'avoir un premier planning qui est vraiment réaliste. Et ça te permettra d'avoir une base et ensuite tu pourras l'améliorer. Les élèves que j'ai eus et qui ont voulu faire un planning tout de suite, ils n'ont pas réussi à le respecter. Parce que c'est un peu comme le mec qui reprend le sport, surtout en début d'année, les nouvelles résolutions. Il se dit, ok, bon, là, je suis sérieux, je suis motivé, je reprends le sport, j'y vais tous les matins. J'y vais tous les matins à 6 heures parce que la salle ouvre à 6 heures et je fais 2 heures de sport tous les jours. Le mec, il fait ça 3 jours, le quatrième jour, il n'est plus là. Il n'est plus là et il revient en juin parce qu'il veut avoir le corps d'été, il veut avoir les abdos pour la plage. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter d'avoir un planning qui soit irréaliste. Un planning qui soit... il faut éviter de se surestimer. C'est les erreurs que j'ai faites et c'est pour ça que je sais que ce sont des erreurs. Donc de la même façon pour toi, si tu veux avoir un bon planning tout de suite, commence par analyser tes habitudes actuelles et après fais un bilan pour savoir comment tu pourrais légèrement améliorer ça. Un peu comme un podcast privé, à pas de tortue, vas-y lentement et vas-y sûrement. Je pense qu'avec ça, tu as de quoi commencer, tu as du travail à faire. Dis-moi en commentaire si la vidéo était claire, si j'ai pu te donner les réponses aux questions du début posées en début de vidéo. Dis-moi tout cela en commentaire. Si tu veux me partager ton planning, eh bien, je t'invite à le faire dans le groupe public. Je mettrai également le lien en description de la vidéo. J'ai mon groupe privé pour le podcast privé. J'ai aussi un groupe public où je partage des liens, où je partage les liens de mes vidéos et de mes posts. Donc, tu es libre de t'abonner aux deux. Dis-moi tout cela en commentaire et moi, je te dis à la semaine prochaine. Pense à me partager également un sujet que tu aimerais que je développe, comme ça me permettra de savoir de quoi te parler dans la prochaine vidéo. A plus.